État de l'Utah contre Tyler James Robinson. Pourriez-vous indiquer votre nom? Tyler James Robinson. Ce n'est pas juste une autre histoire criminelle, c'est le meurtre choquant de Charlie Kirk, un homme dont le nom a divisé l'Amérique. Mais la vraie question est, pourquoi Tyler Robinson l'a-t-il fait? Était-ce par colère, idéologie ou un effondrement mental complet? C'est ce que nous allons analyser et je veux que vous partagiez vos réflexions dans les commentaires, car cette affaire exige une discussion ouverte. Le colocataire. La police a interrogé le colocataire de Robinson, un homme biologique qui était dans une relation amoureuse avec Robinson. Le colocataire a dit à la police qu'il avait reçu des messages de Robinson concernant la fusillade et il a fourni ces messages à la police. Le 10 septembre 2025, le colocataire a reçu un message texte de Robinson disant « Laisse tomber ce que tu fais, regarde sous mon clavier ». Le colocataire a regardé sous le clavier et a trouvé une note indiquant, je cite, « J'ai eu l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir ». La police a trouvé une photographie de cette note. L'échange suivant, échange de textos, a alors eu lieu. Après avoir lu la note, le colocataire a répondu « Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Robinson, je vais bien, mon amour, mais je suis coincé à Orem encore un peu plus longtemps. Ça ne devrait pas être long avant que je puisse rentrer à la maison, mais je dois encore récupérer mon fusil. Pour être honnête, j'espérais garder ce secret jusqu'à ma mort de vieillesse. Je suis désolé de t'impliquer. Colocataire, ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Robinson, je suis désolé. Colocataire, je pensais qu'ils avaient attrapé la personne. Robinson, non, ils ont attrapé un vieux fou, puis interrogé quelqu'un avec des vêtements similaires. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais la plupart de ce côté de la ville a été bouclé. C'est presque assez calme pour sortir, mais il y a un véhicule qui traîne. Colocataire, pourquoi? Robinson, pourquoi je l'ai fait? Colocataire, ouais. Robinson, j'en avais assez de sa haine. Certaines haines ne peuvent pas être négociées. Si je peux récupérer mon fusil sans être vu, je n'aurai laissé aucune preuve. Je vais tenter de le récupérer à nouveau. Espérons qu'il soit parti. Je n'ai rien vu à propos de leur découverte. Colocataire, depuis combien de temps planifies-tu cela? Robinson, un peu plus d'une semaine, je crois. Je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de patrouille garée juste à côté. Je pense qu'ils ont déjà fouillé cet endroit, mais je ne veux pas prendre de risques. Robinson encore. Je regrette de ne pas être revenu en arrière et de l'avoir récupéré dès que je suis arrivé à mon véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je ne sais pas si ça avait un numéro de série, mais ça ne me tracerait pas. Je m'inquiète pour les empreintes. J'ai dû le laisser dans un buisson où j'ai changé de vêtements. Je n'avais pas la capacité ou le temps de l'emporter avec moi. Je pourrais devoir l'abandonner et espérer qu'il ne trouve pas d'empreinte. Comment vais-je expliquer sa perte à mon vieux? La seule chose que j'ai laissée était le fusil enveloppé dans une serviette. Tu te souviens comment je gravais des balles? Les messages sont surtout un gros mème. Si je vois, remarque une bosse UW sur Fox News, je pourrais avoir un AVC. D'accord. Je vais devoir le laisser. Ça craint vraiment. À en juger par aujourd'hui, je dirais que le fusil de grand-père fonctionne très bien. Je ne sais pas. Je pense que c'était une lunette à 2000 $. Clin d'œil, clin d'œil. Robinson encore. Supprime cet échange. Encore Robinson. Mon père veut des photos du fusil. Il dit que grand-père veut savoir qui a quoi. Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est très unique. Il m'appelle maintenant. Ne réponds pas. Robinson. Depuis que Trump est entré en fonction, mon père est devenu un fervent partisan de MAGA. Robinson. Je vais me rendre volontairement. Un de mes voisins ici est adjoint du shérif.
Encore une fois, tu es tout ce qui m'inquiète, mon amour. Cela venait de Robinson. Colocataire, je suis beaucoup plus inquiet pour toi. Robinson, ne parle pas aux médias, s'il te plaît. Ne donne pas d'interview ni de commentaires. Si la police te pose des questions, demande un avocat et reste silencieux. Qui est Tyler Robinson? Tyler James Robinson avait 22 ans. Il a grandi dans une ville tranquille de l'Utah avec des parents qui travaillaient dans les forces de l'ordre et 2 frères cadets. Les voisins se souvenaient de lui comme intelligent, poli et discret. Un garçon qui réussissait bien à l'école, obtenait de bons résultats aux tests et suivait même des cours universitaires, tout en étant encore au lycée. Après avoir obtenu son diplôme en 2021, il s'est inscrit à un programme d'apprentissage en électricité. Sur le papier, rien ne semblait anormal. Pas d'arrestation, pas de rapport de police. Même son inscription sur les listes électorales le montrait comme non affilié, inactif, le genre de jeune homme qui n'avait même pas voté lors des récentes élections. À bien des égards, il semblait invisible. Pas un radical, pas un criminel, juste un autre visage dans la foule. Mais sous cet extérieur calme, un changement se produisait. Sa famille a remarqué un changement dans ses croyances. Autrefois politiquement neutre, Tyler a commencé à pencher à gauche, montrant un soutien ouvert aux droits des homosexuels et des transgenres. Et ce n'était pas juste abstrait. Il était dans une relation amoureuse avec son colocataire, une femme transgenre en cours de transition. Pour ses amis, cette relation était plus qu'une simple compagnie. C'était une fenêtre sur une nouvelle identité que Tyler se construisait. Mais parallèlement à cette transformation sont apparus des signes de quelque chose de plus sombre. Les enquêteurs ont plus tard découvert des messages où Tyler admettait qu'il en avait, je cite, « assez de la haine de Charlie Kirk ». Ces communications privées ont révélé des étapes troublantes de préparation, récupérant un fusil d'un point de dépôt caché, gravant des balles avec des mots et des symboles, planifiant même comment cacher des vêtements et se débarrasser de l'arme. Ce n'étaient pas les actes de quelqu'un qui a soudainement craqué. Ils étaient délibérés, prémédités. Lorsque les autorités ont fouillé plus loin, elles ont trouvé des douilles gravées de messages étranges. Certains politiques, d'autres antifascistes, d'autres encore empruntés aux coins obscurs de la culture des mèmes en ligne. C'était comme si Tyler mélangeait idéologie et performance, transformant sa rage en quelque chose de symbolique, presque théâtral. Et puis est venu l'effondrement. Après son arrestation, les responsables l'ont placé sous surveillance anti-suicide. Il a reçu une blouse de prévention, confiné dans une unité de haute sécurité après que les dossiers du tribunal ont révélé qu'il avait exprimé le désir de mettre fin à ses jours. Ce qui a commencé comme de la colère et de l'obsession semblait se terminer dans le désespoir. Alors, qui est Tyler Robinson? Pas un criminel endurci, pas un extrémiste évident sur le papier. C'était un jeune homme sans casier, une idéologie en évolution, une nouvelle identité et un esprit s'enfonçant dans une obsession dangereuse. Les signes avant-coureurs étaient éparpillés dans des messages privés, des publications en ligne et des balles gravées de rage. Et quand ils ont finalement convergé, ils ont explosé dans le meurtre de Charlie Kirk. Qui est Charlie Kirk? Charlie Kirk n'était pas juste un autre commentateur. Il était une force dans la politique conservatrice américaine. Né en 1993 et élevé dans la banlieue de Chicago, Kirk a attiré l'attention nationale à un jeune âge. À seulement 18 ans, il avait fondé Turning Point USA, une organisation à but non lucratif axée sur la mobilisation des étudiants conservateurs sur les campus universitaires. Ce qui a commencé comme une petite opération est devenu un réseau puissant avec des chapitres à travers le pays. Il est devenu un conférencier régulier lors de conférences, un auteur à succès et une figure incontournable des chaînes d'information, des podcasts et des réseaux sociaux. Pour ses partisans, Kirk était une voix de clarté dans une époque polarisée. Il parlait sans complexe contre ce qu'il appelait la culture woke, s'opposait aux politiques progressistes et plaidait pour un gouvernement limité, des frontières solides et des valeurs traditionnelles. Pour de nombreux conservateurs, surtout les plus jeunes, il incarnait l'idée que la droite pouvait riposter sur des terrains culturels longtemps dominés par la gauche. Cela faisait de lui non seulement une figure politique, mais un symbole de résistance, un point de ralliement. Mais l'influence vient avec ses ombres. Pour ses détracteurs, Kirk représentait quelque chose de bien différent. Ils le voyaient comme combatif, polarisant et souvent méprisant envers les groupes marginalisés. Ses commentaires sur des sujets comme la race, le genre, l'immigration et les droits LGBTQ+, ont déclenché des manifestations sur les campus et des tempêtes en ligne. Ce que ses partisans louaient comme du courage, ses opposants le condamnaient comme de la haine. Et cette tension,
admiration d'un côté, indignation de l'autre, faisaient de lui l'une des figures publiques les plus divisées de sa génération. La présence de Charlie Kirk était inévitable. Avec des millions de followers en ligne et des apparitions sur des plateformes nationales, il exerçait une influence bien au-delà de son âge. Pour certains, il donnait un sentiment d'appartenance. Pour d'autres, il représentait tout ce qui n'allait pas avec le conservatisme moderne. Cette division est ce qui le rendait puissant, mais aussi ce qui faisait de lui une cible. Car dans l'Amérique d'aujourd'hui, l'influence n'est pas neutre. Elle inspire et elle provoque. Et dans le cas de Kirk, elle entraînerait finalement des conséquences mortelles. La rencontre et le crime. Le matin du 5 septembre 2025, deux vies très différentes se sont croisées. Charlie Kirk, orateur public, influenceur politique, icône conservatrice, s'était rendu à Salt Lake City, Utah, pour une apparition prévue lors d'un événement de Turning Point USA sur un campus. Pour lui, c'était la routine. Un discours, une séance de questions-réponses, une chance de dynamiser une base étudiante conservatrice. Mais pour Tyler Robinson, ce n'était pas la routine. Les enquêteurs disent maintenant qu'il se préparait pour ce jour. Les textos et les enregistrements numériques montrent qu'il a récupéré un fusil à un point de dépôt caché, gravé soigneusement des balles avec des messages inspirés par la politique et Internet, et planifié ses étapes. À ses amis, il envoyait des messages de colère sur la haine de Kirk. À son colocataire, une femme transgenre, il a laissé entendre un plan qui ressemblait moins à une protestation et plus à une mission. Les témoins se souviennent de la scène se déroulant rapidement. À l'extérieur du lieu, la sécurité était en place, mais la foule était typique, des étudiants, des partisans, même quelques manifestants. Dans cette foule se trouvait Robinson, juste après 18 heures, alors que Kirk sortait du bâtiment entouré de collaborateurs et de participants, le silence a été brisé. Des coups de feu ont retenti. La panique s'est répandue instantanément. Des cris, des gens se baissant pour se mettre à l'abri, d'autres courant à l'aveuglette de peur. Kirk a été touché à plusieurs reprises. La sécurité et la police se sont précipités, mais les dégâts étaient catastrophiques. En quelques minutes, les ambulanciers ont confirmé ce que beaucoup craignaient, Charlie Kirk était mort à seulement 32 ans. Le tireur ne s'est pas enfui loin. Robinson a été rapidement confronté par des officiers près de la scène. Les enregistrements montrent qu'il a d'abord résisté, puis s'est rendu. En sa possession, le fusil, des munitions supplémentaires et des douilles marquées d'inscriptions étranges. Certains slogans politiques, d'autres phrases cryptiques tirées de coins obscurs d'Internet. Pour les enquêteurs, cela ressemblait moins à une violence aléatoire et plus à un acte symbolique planifié d'assassinat. Ce qui s'est passé en ces quelques secondes à l'extérieur de ce bâtiment n'était pas seulement la mort d'un homme. C'était la collision de deux mondes. Un jeune homme consumé par l'idéologie et la colère, et une figure politique dont l'influence avait fait de lui un paratonnerre. Leur rencontre n'a duré que quelques instants, mais son impact s'est répercuté à l'échelle nationale. Était-ce de l'idéologie ou une dépression mentale? Après l'arrestation de Tyler Robinson, la question planait. Pourquoi? Était-ce politique? Était-ce personnel? Ou était-ce le dénouement d'un esprit troublé? D'un côté, les preuves de l'idéologie sont difficiles à ignorer. Sa famille a noté que, au cours de l'année écoulée, ses penchants politiques avaient viré à gauche. Il exprimait son soutien aux droits LGBTQ+. Il parlait contre ce qu'il appelait la haine dans la rhétorique conservatrice. Et le plus accablant de tout, il a gravé des balles avec des messages politiques. Dans des messages textes, il a écrit qu'il en avait, je cite, « assez de la haine de Kirk ». Pour beaucoup, cela pointe vers l'idéologie. Un jeune homme radicalisé, transformant la colère en violence politique. Mais il y a une autre couche. Robinson n'avait pas de casier judiciaire, pas d'antécédents de violence, rien pour suggérer qu'il était dangereux jusqu'à récemment. Les dossiers judiciaires et carcéraux montrent qu'il a été placé sous surveillance pour risque de suicide immédiatement après la fusillade. Des amis et des enquêteurs ont découvert des messages où il parlait de vouloir mourir. Ce n'était pas la confiance d'un extrémiste endurci, c'était le langage d'un jeune homme en déclin. Sa planification minutieuse peut sembler idéologique, mais elle peut aussi refléter un esprit se désagrégeant sous le poids de l'obsession et du désespoir. Et pourtant, des motifs personnels persistent aussi en arrière-plan. Robinson était en relation avec un colocataire transgenre, une relation étroitement liée à sa nouvelle identité politique et personnelle. Pour lui, Kirk n'était peut-être pas seulement un adversaire politique. Il pouvait symboliser le rejet, la haine, ou même une menace personnelle pour la vie que Tyler essayait de construire. Si c'est le cas, ce n'était pas seulement une question de politique ou de maladie mentale, c'était profondément personnel. Alors, qu'est-ce qui a poussé Tyler Robinson? Était-ce une idéologie soigneusement façonnée en ligne?
Était-ce une maladie mentale non traitée se transformant en violence? Ou était-ce quelque chose de plus intime, la collision de sa nouvelle identité avec la figure qu'il voyait comme son ennemi? Les enquêteurs, les tribunaux et les commentateurs continueront de débattre. Mais finalement, la réponse ne s'inscrira peut-être jamais parfaitement dans une seule case, et c'est peut-être la partie la plus troublante. Clôture et discussion ouverte. La mort de Charlie Kirk n'était pas seulement la perte d'un mari, d'un père, d'un fils et d'une voix politique. C'était un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle les mots, l'idéologie ou même les esprits fracturés peuvent se transformer en violence. Était-ce l'acte d'un homme consumé par la haine politique ou l'effondrement de quelqu'un déjà au bord du gouffre dont la douleur est devenue mortelle? Peut-être était-ce les deux, l'idéologie alimentant l'instabilité. Une chose est certaine, une fois qu'une vie est prise, elle ne peut jamais être rendue. Cette affaire nous oblige à affronter des questions difficiles. Sommes-nous en sécurité dans une société où la politique peut déclencher un meurtre, où le désaccord peut se terminer par une balle au lieu d'un débat? Et surtout, comment empêcher que d'autres familles ne soient brisées de cette manière? Je veux entendre votre avis. Qu'est-ce qui, selon vous, a vraiment poussé Tyler Robinson à appuyer sur la gâchette? Était-ce politique, personnel ou psychologique? Parlons-en dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte.